C'est bon? Alors bonjour à toutes et tous, nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette avant-dernière visioconférence des semaines de la BIBAC et du supérieur 2021. Nous avons une heure en fait consacrée donc à Sciences Po Nancy Campus. Sciences Po, pardon, oui, donc le campus de Nancy, avec cette spécialisation européenne, notamment avec un focus sur les relations franco-allemandes. Et nous avons parmi nous donc 6 intervenantes. Madame Elsa Grimbert, qui est directrice adjointe donc à Sciences Po campus de Nancy. Bonsoir madame. Et nous avons 5 étudiantes, 3 en première année. Nicole, donc Ingat Rongoni, Aurélia Pinon et Talia Prado. Et nous avons une étudiante de deuxième année, Iris So, et une de troisième année, Amalthée Dupuis-Laccueil. Voilà, donc ravie de vous recevoir, mesdames. Et cette visioconférence est animée conjointement avec madame Émilie Ponsin. Je cède la parole à madame Grimbert, qui ensuite, évidemment, passera également la parole aux étudiantes dans ce premier temps. Je tiens aussi à vous dire que vous, lycéens connectés, vous pouvez poser vos questions via le chat de façon à ce qu'on puisse ensuite les relayer ou que vous puissiez dès à présent avoir évidemment des éléments de réponse. Madame Grimbert, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir plutôt à toutes et tous. Alors d'abord, toute petite précision, c'est pas parce qu'il y a 5 étudiantes que nous n'accueillons que des étudiantes sur le campus de Nancy, il y a aussi des garçons. Donc, bienvenue aussi aux lycéens parmi vous. Alors, j'imagine qu'au moins une petite partie d'entre vous a suivi la journée porte ouverte de Sciences Po qui s'est déroulée en ligne au mois de novembre. Peut-être qu'il y en a même parmi vous qui étaient au Forum franco-allemand de Strasbourg. On n'a pas… Oui, je vois Pierre-Marie qui dit oui. D'ailleurs, pour les autres, il y aura une autre journée porte ouverte en ligne le 5 février, samedi 5 février. On n'a pas beaucoup de temps ce soir et je voudrais laisser la parole aux élèves et qu'on garde aussi du temps pour échanger et répondre à vos questions. Donc, je vais quand même faire une toute petite présentation, mais qui est vraiment très, très épurée et synthétique pour nous laisser le temps, si j'arrive à me dépatouiller avec mon PowerPoint, pour nous laisser le temps d'échanger. Voilà. Donc, on va vous présenter le campus sur lequel on travaille et on étudie. Donc, il y a un campus de Sciences Po Paris, installé à Nancy. Donc, c'est vraiment une délocalisation géographique d'un programme de formation de Sciences Po Paris. Et qui a pour particularité d'accueillir un programme européen franco-allemand qui, depuis sa création il y a 22 ans, intéresse particulièrement les élèves des filières à BIBAC et où vous êtes particulièrement les bienvenus. Alors, pour juste recaler, il faut que j'enlève les petites têtes de tout le monde. Non. Juste quelques petites considérations générales d'abord sur Sciences Po. Donc, Sciences Po, c'est une grande école, comme on dit en France, notamment parce qu'elle est sélective et payante. Il y a des droits de scolarité, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais sinon, ça reste une grande université classique de sciences sociales qui accueille 3 cycles d'études qui sont alignés sur les standards européens et qui ressemblent complètement au cursus universitaire classique. Donc, un premier cycle juste après le baccalauréat qui diplôme avec un bachelor et une licence interdisciplinaire de sciences sociales au bout de 3 ans. Donc, 2 années d'études sur un campus de Sciences Po, par exemple celui de Nancy, une année à l'étranger. Et au terme de ces 3 années-là, on est diplômé du collège universitaire de Sciences Po Paris. En général, on continue son cursus sans sélection au sein d'un des masters de Sciences Po, donc le deuxième cycle d'études qui dure 2 ans. Vous avez peut-être déjà entendu parler du 3-5-8 ou de la structure de cursus LMD, donc licence, master, doctorat. Donc, on est sur cette même structure de cursus. Donc, 2 années de master. Il y a 35 masters différents à Sciences Po qui sont accueillis dans les 7 écoles dont vous voyez les intitulés là sur le slide. On pourra parler des masters plus tard si vous voulez, mais il y a une très, très grande variété de débouchés. Ce qui est intéressant à commenter à ce stade, c'est qu'on est sur une structure d'études avec un premier cycle
qui est très généraliste, non spécialisant, et c'est seulement au moment du master qu'on va se spécialiser dans un champ d'activité professionnelle, un secteur d'activité, voire un métier, comme c'est le cas au sein de l'école de journalisme, là, qui est une école qui forme à un métier en particulier. Et au bout de ces 5 années-là, on est diplômé du master de Sciences Po Paris. Et là, l'immense majorité des étudiants entrent sur le marché du travail à ce moment-là, avec 13% d'entre eux qui vont travailler dans la fonction publique, 80% à peu près qui va travailler dans le privé, que ce soit le monde de l'entreprise, des fondations, des ONG, des associations, enfin tout ce qui est des structures de droit privé, et 7% qui travaillent dans l'enseignement et la recherche. Et la plupart d'entre eux ont en général poursuivi avec un 3e cycle d'études à Sciences Po, qui est le cycle de la thèse, le cycle du doctorat, pour travailler pour rédiger un travail de recherche ou un PhD dans une des grandes disciplines de Sciences Po. On a certains élèves aussi qui, à l'issue de leur master, préparent des concours de la haute fonction publique. L'ENA est dissoute désormais, mais jusqu'à maintenant, ils préparaient par exemple le concours de l'ENA, le concours de commissaire de police, le concours de directeur des hôpitaux, qui préparent aussi le concours de l'École nationale de la magistrature pour devenir magistrat, du concours du barreau pour devenir avocat. Voilà, des formations et des carrières qu'on débute après le 2e cycle universitaire. Donc voilà, tout ça pour vous donner un espèce de panorama général de où se situe le campus de Nancy dans cette progression d'études. Donc ça se situe au tout début du cursus et c'est un choix parmi 7 campus possibles de cette grande maison qu'est Sciences Po Paris, où on a dans l'ensemble de ces formations-là à peu près 14 000 étudiants pour 5 000 enseignants vacataires. Et tout ce monde-là représentant 135 nationalités différentes, et pour moitié les étudiants et pour moitié les enseignants sont d'origine étrangère, ne sont pas français. Voilà, je pourrais continuer encore beaucoup à commenter chacun de ces éléments-là. On pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Mais il s'agissait surtout de clarifier un petit peu. Donc nous, le campus de Nancy, je le redis, parce que c'est important aussi par rapport à vos procédures de candidature à Sciences Po et d'inscription dans l'école. Donc tous ces campus-là, donc Paris, Nancy, Reims, Le Havre, Dijon, Poitiers et Menton, sont des campus de Sciences Po Paris. Et il faut nous distinguer des instituts d'études politiques autonomes qui sont aussi installés dans d'autres villes de France, comme l'IEP de Strasbourg, l'IEP de Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Saint-Germain-en-Laye, Rennes, Lille, j'espère que je n'en ai pas oublié, et qui ont pour certains un concours commun, mais en tout cas, chacun de ces IEP-là a des programmes qui lui sont spécifiques. Et ce soir, on ne parle que de Sciences Po Paris, et notamment donc de ce campus à Nancy, qui accueille un programme européen franco-allemand. Donc, ce programme-là dure 3 ans, avec 2 années sur le campus de Nancy, puis une année qu'on passe à l'étranger. Et à la fin de ces 3 années, on délivre donc le diplôme de bachelor. Donc, la première année, c'est une année qui est vraiment une année fondamentale, très généraliste, pluridisciplinaire, en sciences sociales et en sciences humaines, et qui est très commune à l'ensemble des campus de Sciences Po Paris. C'est-à-dire qu'on soit étudiant à Nancy, à Poitiers, à Reims ou à Dijon, on va étudier exactement les mêmes disciplines, et notamment les 5 grandes disciplines de Sciences Po, que sont le droit, l'histoire, l'économie, la sociologie et la science politique, et une autre grande discipline d'humanité politique qui est plus une approche des objets politiques par les sciences humaines. Donc, tous les étudiants de tous les campus étudient ces 6 grandes matières-là au long de la première année pour avoir un socle commun, une formation fondamentale commune en sciences sociales. Et ces disciplines-là, pour celles qui sont nouvelles, comme le droit, ou qui peuvent être nouvelles, comme l'économie ou la sociologie, pour ceux qui n'ont pas étudié au lycée, elles sont débutées au niveau grand débutant, on pourrait dire. Donc, il n'y a pas de prérequis
J'imagine parmi vous que tout le monde n'a pas pris les spécialisations, enfin les spécialités au bac d'histoire, sciences politiques ou d'économie. Il n'y a pas de prérequis disciplinaires à Sciences Po. On peut débuter ses études sur un des campus sans avoir forcément étudié les sciences sociales avant au lycée. Voilà, donc une première année qui est assez généraliste et commune. Et évidemment, à côté de ces disciplines de sciences sociales, il y a des cours de langue, et puis des enseignements exploratoires, des ateliers artistiques, enfin tout un tas de cours complémentaires. Évidemment, on ne fait pas que de l'économie et du droit. Et à la fin de cette année-là, les étudiants vont commencer à s'orienter. Je vous parlerai après. Je ne sais pas s'il y a une des étudiantes de première année qui est connectée avec nous, qui veut raconter un petit peu son premier semestre d'études. Je ne vous vois plus. Nicole. Oui. Nicole, ouais. Oui. Alors, je raconte mon expérience personnelle ou plutôt… Ce que vous voulez. Comment ça s'est passé ce premier semestre? Est-ce que vous avez aimé étudier ou... Oui, j'ai trouvé que… alors, d'abord, pour commencer, le premier semestre, c'est donc le droit, l'économie et l'histoire. Et le second semestre, et c'est plutôt sur la socio et la science politique. Donc je ne peux pas encore parler de ces deux matières. Mais je trouve que ces trois matières sont très complémentaires et nous laissent un peu… donc on les découvre, premièrement, et on a le temps un peu de se décider pour une spécialisation en deuxième année. Et je sais déjà que je n'aime pas l'économie. Je les trouve donc très complémentaires et me permet un peu de toucher à tout. Et donc oui, donc en première année, nous ne sommes pas experts d'une seule matière. J'aimerais aussi ajouter qu'on a l'opportunité de préparer la certification de genre et d'égalité, donc plutôt en sociologie, et ainsi que de suivre donc des bicursus, je pense. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir toucher à tout en ayant cette possibilité-là de pouvoir suivre, par exemple, la certification en sociologie ou des bicursus en droit. Je vais laisser Aurélia plus tard parler de ça. On en reparlera peut-être à la fin de la présentation des bicursus et des doubles diplômes étrangers. Mais oui, pour rebondir sur ce que dit Nicole, c'est vrai qu'il y a un socle commun de formation obligatoire pour tout le monde, mais que chaque étudiant fait aussi un petit peu son parcours et spécialise et particularise son parcours de plus en plus au fur et à mesure du cursus. Là, au deuxième semestre, vous allez avoir le choix entre des enseignements thématisés sur l'Europe, des ateliers artistiques qui travaillent sur des objets politiques, mais du point de vue des arts. Et petit à petit, chaque élève, par affinité avec un champ disciplinaire ou avec des sujets en particulier, va spécialiser son parcours. C'est vrai qu'il y a une certification en études de genre qui est possible aussi à Sciences Po. On pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Et voilà, je ne sais pas si une autre étudiante voulait témoigner de son premier semestre. Il est compliqué le premier semestre et là, il y a les examens qui arrivent la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas le moment le plus détendu du cursus. Je vais continuer. En tout cas, sur le campus de Nancy, comme le font nos collègues des autres campus, on va enrichir ce projet d'études en sciences sociales d'une spécialisation géographique et d'une spécialisation linguistique. Donc, nous, à Nancy, on a cette particularité de travailler sur l'espace franco-allemand et européen et de travailler ces disciplines des sciences sociales en français, en allemand et en anglais. Donc, en première année, la maquette pédagogique, l'emploi du temps est principalement francophone, mais avec déjà quelques cours enseignés en anglais. L'histoire du 19e siècle, par exemple, le cours et les conférences de méthode sont délivrés en anglais. Le cours d'humanité politique est principalement délivré en allemand. Et en fonction des choix de cours, les élèves peuvent aussi opter pour des cours délivrés en allemand ou en anglais au deuxième semestre. Et quand les disciplines s'y prêtent, on va thématiser les disciplines, en tout cas les spécialiser sur l'espace européen et franco-allemand en particulier. Par exemple, en droit, à Sciences Po, on fait principalement du droit comparé, du droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'on va comparer entre les systèmes politiques des différents États et le système politique de l'Union européenne. Et on va particulièrement prendre à Nancy l'exemple de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne et des pays européens de manière générale, là où nos collègues du campus de Poitiers vont avoir une spécialisation et une approche comparative des pays d'Amérique latine.
Donc, cette spécialisation géographique portée par le campus, elle irrigue tous les enseignements et elle s'incarne aussi dans les langues d'enseignement. Elle s'incarne aussi dans la variété des profils et des parcours des étudiants. Là, on a, comme vous êtes des Abibac français, on a fait inviter à la conférence 5 étudiantes qui sont issues des filières Abibac françaises, mais il y a aussi des étudiants allemands, des étudiants autrichiens, des étudiants issus d'un peu toute l'Europe d'ailleurs sur le campus. Pour 320 étudiants actuellement sur le campus, on a 32 nationalités différentes. Donc, on n'a pas que des Français et des Allemands, même si on a beaucoup de Français et beaucoup d'Allemands. Donc, voilà pour la première année. J'avance parce que sinon, on va être trop long. Voilà. En deuxième année, les élèves choisissent une petite spécialisation disciplinaire. C'est-à-dire que la deuxième année, elle reste une année généraliste et pluridisciplinaire en sciences sociales. On continue d'étudier 2, 3, voire 4 sciences sociales différentes. Et les étudiants peuvent commencer à se spécialiser un petit peu dans une majeure. Et on en propose 3. Une majeure d'économie et société, qui repose principalement sur l'économie et la sociologie. La majeure d'humanité politique, qui repose sur la philosophie politique et l'histoire, et la majeure de politique et gouvernement, qui repose sur le droit et la science politique. Donc, dans chacune de ces majeures, il y a 2 disciplines, 2 grandes disciplines qui deviennent structurantes et qui sont en général les disciplines que les étudiants ont le plus appréciées en première année, souvent aussi celles dans lesquelles ils ont le mieux réussi, parce que c'est très difficile de faire des études pluridisciplinaires. En première année, c'est très rare qu'un élève soit bon partout. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le but, mais c'est de découvrir les différentes sciences sociales, de voir comment elles se posent des questions sur le monde, comment elles traitent les objets politiques, quels sont leurs outils pour les penser et comment elles peuvent dialoguer entre elles. Et en deuxième année, par affinité intellectuelle et souvent aussi parce qu'il y a un projet d'avenir qui commence à s'esquisser, les étudiants se spécialisent dans une des majeures. Je ne sais pas s'il y a qui est là de deuxième année. Il y a Iris qui est là. Iris, peut-être que vous pouvez nous parler de votre majeure. Oui, Pourquoi oui, vous l'avez suivi et des cours que vous y avez. d'accord. Alors, donc moi, je suis en majeure politique et gouvernement. Là, on va finir le 3e semestre et j'ai eu des cours, de droit constitutionnel qui se déroulent en français. Un deuxième cours, fondamental de comparative politics, c'est ce qui se rapproche donc, comme l'a dit madame Grimbert, de la science politique, qui lui se fait en anglais. Avec ça, il y a des cours aussi de séminaires qui sont un peu plus larges et qui portent sur, plus de domaines, mais c'est des cours qui ont un coefficient moindre, mais qui sont tout aussi, intéressants. Ensuite, au 4e semestre, il me semble que les 2 cours principaux sont, International Law et droit administratif en allemand, donc qui est une comparaison des systèmes, alors j'ai pas tous les détails, mais une comparaison des systèmes français, allemand, italien aussi, il me semble. Donc voilà, personnellement, j'ai choisi cette majeure parce qu'en première année, j'ai particulièrement aimé les cours d'institutions politiques, et de sciences politiques qui se déroulaient en anglais. Donc la majeure politique et gouvernement, c'était, assez logique pour moi de suivre cette majeure. Je peux pas parler des majeures, économie et société, humanité politique, parce que du coup, je connais pas vraiment les cours qui sont dispensés. Mais c'est vrai qu'à la fin de la première année, c'est déjà assez clair. Enfin, pour la plupart des élèves, c'est assez facile de déterminer dans quelle majeure on va se rendre en fonction de notre réussite et surtout de notre intérêt en première année. Voilà, c'est ce que je peux dire sur la majeure, si vous avez d'autres questions. La majeure d'humanité politique, c'est une majeure où on retrouve des élèves qui sont des élèves qui ont un intérêt plus littéraire, on va dire, entre guillemets, enfin, en tout cas, une approche et un positionnement intellectuel plus littéraire sur les objets politiques. C'est-à-dire qu'on reste à Sciences Po, on travaille les questions
de pouvoir, enfin bon, toutes les grandes questions et tous les grands objets politiques habituels. Et dans chacune de ces majeures-là, on va avoir un prisme disciplinaire pour les aborder. Donc en humanité politique, c'est par la philosophie politique, par l'histoire, mais aussi par d'autres sciences humaines, la littérature par exemple, un travail de linguistique autour des mots, quels sont les mots du nazisme, par exemple, comment ils ont infusé dans la société allemande des années 30 et comment ils ont pu porter un projet politique, idéologique, etc. Donc, on va avoir cette approche par les sciences humaines des questions politiques, et notamment par l'histoire et la philo. Et la majeure d'économie et société, elle repose sur deux grandes matières, deux grandes disciplines que sont l'économie et la sociologie, qui ont parfois du mal à dialoguer, qui se compensent s'équilibrent l'une l'autre, se disputent aussi intellectuellement ou idéologiquement l'une l'autre. Et c'est une majeure qui attire souvent soit des très bons économistes qui sont bien obligés de faire de la socio, soit des étudiants très sociologues qui sont bien obligés de continuer à faire de l'économie. Mais là, on est vraiment dans une majeure avec un très grand enjeu dialectique entre les deux disciplines, alors que les deux autres sont un petit peu plus homogènes. Mais comme l'a dit Iris, le choix de majeure est assez peu difficile à faire. Enfin, il est uniquement difficile pour les élèves qui s'intéressent encore à tout et pour lesquels il faut absolument faire un choix. Mais voilà, j'en profite pour répondre à une question qui vient d'arriver dans le chat. Le choix de majeure, il est déterminant uniquement pour la deuxième et la troisième année d'études, parce que les disciplines de la majeure continuent d'être étudiées en troisième année dans une université à l'étranger. Mais en revanche, elles ne sont absolument pas déterminantes pour l'orientation en master. C'est-à-dire aucun des masters de Sciences Po n'a de prérequis sur une des majeures. Voilà. Donc, c'est un choix qui est assez léger, qui implique uniquement 2 années d'études. Et on pourrait très bien avoir un étudiant qui a choisi économie et société et qui intègre ensuite l'école de droit parce que ça devient son projet, qui veut devenir avocat, qu'il se prépare au concours du barreau, ou un élève qui a pris politique et gouvernement et qui va entrer à l'école doctorale pour faire un master de recherche en économie. Enfin, il y a vraiment, il n'y a pas de continuité obligatoire entre la majeure au niveau du cycle du bachelor et le choix du master ensuite. Je réponds aussi à la question concernant les maths. Il y a en première année des cours de maths au premier semestre et des cours de statistique au deuxième semestre, qui sont des enseignements qui accompagnent en fait notamment les cours d'économie et de sociologie. On fait des mathématiques et des stats appliquées aux sciences sociales. Là aussi, il n'y a pas de prérequis particulier. Vous avez toutes et tous fait plus ou moins des maths dans votre parcours. Et il y a 3 niveaux. Les maths sont enseignées dans des groupes de niveaux suite à des tests de niveau qu'on fait pendant les vacances d'été avant la première année. Et donc, les élèves sont soit dans un niveau introductif où ils vont reprendre les bases pour pouvoir quand même suivre le cours d'économie, soit ils sont dans un niveau intermédiaire qui va un peu plus loin, soit ils sont dans un niveau avancé qui correspond aux étudiants qui avaient pris l'aspect maths, voire maths experte en terminale, qui permet de pousser un peu plus le niveau de maths. Donc, voilà, on sait très bien ce qui s'est passé avec la réforme des études au lycée. On sait très bien qu'une grande partie de nos nouveaux étudiants issus de cette réforme ont arrêté les maths à la fin de la seconde. Et comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, il n'y a pas de prérequis par rapport aux disciplines enseignées et aux spécialités de bac au lycée. Donc, par ailleurs, vous êtes dans un cursus où 40% des étudiants ne viennent pas du système scolaire français et viennent de systèmes scolaires où les maths ne sont pas du tout enseignées de la même manière. Pour certains, ils n'en ont plus fait du tout. On a beaucoup d'élèves italiens chaque année qui étaient dans des lycées linguistiques où il n'y avait plus du tout de mathématiques depuis 2 ans non plus. Donc, ce n'est pas qu'un enjeu qui concerne les lycéens français, mais aussi toute la variété de profils d'élèves qu'on accueille en première année. Je vais parler de la 3e année après. Je sais pas, je regarde dans le chat s'il y avait des questions sur les majeurs. Non. Donc, en 2e année, on a cette grande majeure qui est structurante. Peut-être que je vais vous partager autre chose. Si vous ne l'avez pas fait encore, que vous êtes curieux de Sciences Po et du campus de Nancy, il faut que vous alliez absolument sur la page du site de Sciences Po Paris dédié au campus de Nancy.
voilà, vous voyez le portail et les vélos des étudiants. Où vous allez trouver ce petit encart-là, qui correspond aux maquettes pédagogiques, c'est-à-dire les emplois du temps, les cours qui sont proposés à chacun des 4 semestres d'études, donc en première année et en deuxième année. Par exemple, si on regarde ce que font les deuxièmes années au premier semestre, c'est-à-dire ce que Iris vient de faire ce semestre-là, les étudiants de la majeure d'économie et société ont un grand cours de microéconomie qui est délivré en anglais, un grand cours de sociologie qui est thématisé sur la question de la sociologie du genre, choisissent un atelier méthodologique de maths, un apprentissage du langage Python, qui est un langage d'intelligence artificielle qu'on utilise beaucoup en recherche en économie, ou un atelier méthodologique en allemand. Voilà, là, pour le coup, vous parlez tous allemand, donc découvrir le titre. Dans la majeure d'humanité politique, ils ont un grand cours de philosophie politique qui est assuré d'ailleurs par Aurélie Filippetti. Vous êtes très jeune, mais peut-être vous vous souvenez qu'elle a été ministre de la Culture en France. Et un cours d'histoire du XXe siècle assuré par Elissa Mailänder, qui est une très grande chercheuse en histoire aujourd'hui, et un atelier méthodologique sur le travail scientifique en histoire ou alors sur la linguistique. Et la linguistique dans le champ politique. Et les étudiants de la majeure politique et gouvernement ont donc un grand cours de droit constit sur la Ve République et un cours de sciences politiques comparées en anglais. Et un atelier méthodologique aussi associé à leur majeure. Donc chacun a un petit programme de spécialité qui est lié à sa majeure. Et à côté, ils choisissent tous un séminaire parmi une offre de séminaires thématiques qui représente à peu près toutes les disciplines, qui sont enseignés en allemand ou en anglais et qui ne sont pas liés à leur majeur. Donc, quelqu'un qui était en politique et gouvernement peut très bien avoir un séminaire transmajeur qui n'est pas du tout, je ne sais pas, qui est en sociologie, par exemple. Voilà. Et tout le monde fait un cours d'introduction à la culture scientifique. Et tout le monde choisit aussi un autre cours de tronc commun qui peut être soit dans les disciplines de sa majeure, soit dans les disciplines d'une autre majeure. Voilà. Pour que quelqu'un d'humanité politique qui veut continuer à faire du droit en a la possibilité. Et puis, tout le monde a 2 cours de langue, voire 3 pour certains, et la possibilité de faire du sport et le parcours civique. Je vous montre ça parce qu'on ne pourra pas tous les détailler, mais c'est une bonne manière, si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail des cours, d'aller voir ce qu'on fait vraiment à chacune des étapes de ces 2 années d'études-là. Donc, vous voyez, il y a toujours cette idée qu'on est tout au long du premier cycle universitaire de ces 3 années-là, dans une formation qui reste pluridisciplinaire et qui reste une formation dans laquelle on découvre des matières, on découvre des objets politiques, des paradigmes d'études, et où peu à peu, on se spécialise et on a de plus en plus le choix dans ces enseignements. Et en 3e année, ils partent tous à l'étranger. Donc là, notre étudiante à Maltais de 3e année qui est connectée avec nous, elle a malheureusement une 3e année Covid, parce que cette année d'expatriation a été très, très bousculée pour la promotion d'étudiants qui est en ce moment en 3e année. Mais là, ça va repartir très normalement pour les élèves actuellement en 2e année. On part 1 an dans une université partenaire de Sciences Po, où on veut, dans le monde entier, pour répondre à la question dans le chat là, sur les destinations de 3.1, de 3e année. On a 470 universités partenaires dans le monde, dans à peu près tous les pays du monde d'ailleurs, et les étudiants choisissent en fonction de la spécialisation disciplinaire de l'université, de la possibilité d'y prendre par exemple des cours en études de genre ou en études environnementales, ou de se spécialiser en affaires publiques sur les politiques publiques de santé, ou en journalisme et communication, ou en histoire des idées culturelles, ou en histoire de l'art. Enfin, c'est les champs disciplinaires. Les matières qu'on étudie sont très variées, mais on les étudie dans la continuité de sa majeure et dans le pays et dans la langue qu'on veut. Donc, on a beaucoup d'élèves qui vont en Allemagne, dans l'espace germanophone, et en Europe de manière générale, mais on a aussi des étudiants qui vont en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique du Sud,
prends des exemples d'élèves qui y sont actuellement. Et cette troisième année, elle est vraiment très, très individualisée pour chaque élève. Et à l'issue de ces 3 années, on obtient donc le diplôme de bachelor. Et juste, j'arrive pas à passer. Voilà. Peut-être un petit commentaire aussi, si vous avez commencé à vous renseigner sur Sciences Po, vous avez sans doute entendu parler du parcours civique, qui est un parcours d'engagement civique et citoyen qui se déroule tout au long des 3 années d'études sur l'espèce de petit éventail, on le voit là, de manière verticale. Et c'est un parcours d'engagement que les étudiants mènent dans un champ, dans un secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire, c'est un peu grand jargon généraliste, mais qui leur tient à cœur. Donc en première année, ils vont déterminer un objet, une situation de discrimination dans laquelle ils ont envie de s'engager. Ils peuvent s'engager, enfin je vais plutôt prendre des exemples, ce sera plus concret, mais des élèves qui s'engagent pour l'égalité entre les femmes et les hommes, des élèves qui s'engagent sur des projets écologiques, de développement durable, des étudiants beaucoup qui s'engagent sur l'égalité en milieu scolaire, et surtout la réduction des inégalités en milieu scolaire, qui font du soutien scolaire, de l'accompagnement d'élèves, d'ailleurs de la maternelle jusqu'au lycée, des étudiants qui sont engagés contre la grande précarité, notamment dans les grandes associations de lutte contre la pauvreté, comme la Croix-Rouge, le Secours populaire. Enfin, chacun, en fait, choisit un champ qui lui tient à cœur, un domaine dans lequel il va s'engager. Et chaque élève s'engage notamment à travers un stage d'1 mois qu'on voit là, qui est situé entre la première et la deuxième année d'études, et qu'on effectue en général au mois de juin, juillet, à la fin de la première année. Et puis, ça se poursuit cet engagement tout au long de la deuxième année par ce qu'on appelle le projet civique libre, qui est un investissement d'à peu près 3 heures par semaine tout au long de l'année, dans le domaine d'engagement que l'étudiant a choisi. Et ces 2 grands moments de terrain, c'est-à-dire d'engagement pratique à travers des stages, sont encadrés par 2 moments de réflexion et d'écrit, une lettre d'engagement que les élèves rédigent individuellement en première année, et un grand écrit à l'issue de la formation au moment de la délivrance du bachelor, donc un mémoire de réflexion ou alors une note, une proposition de politique publique dans le secteur dans lequel ils se sont engagés. Mais peut-être, Iris, peut-être que vous pouvez nous parler du vôtre. Iris et Amalthée, d'ailleurs, toutes les deux, puisque vous êtes déjà bien engagées dedans. Oui, Amalthée, peut-être, est-ce que tu veux dire quelque chose sur… Oui, je peux en toucher 2 mots, oui. Du coup, moi, en première année, ça avait été un peu perturbé par le Covid, mais j'avais pu effectuer, donc pendant 1 mois, comme disait Madame Grimbert, en première année, on consacre plutôt son mois de juin ou un mois dans l'été à son parcours civique, que moi, j'avais effectué dans une épicerie solidaire. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant qui changeait aussi pour des gens qui ont peut-être jamais fait d'associatif, c'est une belle expérience qui permet aussi d'avoir des résonances avec ce qu'on a fait en cours dans l'année. Et donc ce parcours civique est aussi très intéressant en deuxième année, puisqu'on l'effectue durant la semaine. Donc ça dépend des personnes, mais on nous conseille, et le mieux c'est de faire 2 voire 3 heures par semaine pour faire son parcours civique en deuxième année, que moi j'avais fait donc autour des inégalités scolaires. Et donc, j'avais donné des cours à une jeune fille kurde qui était au collège. Donc, c'était un accompagnement scolaire, mais aussi un accompagnement personnel. Donc, c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et qui sort des cours aussi, qui permet d'avoir une approche peut-être un peu plus concrète, un peu plus réelle et pragmatique qu'on n'a pas toujours en cours. C'est pas ce dont on parle le plus, le parcours civique de Sciences Po, mais c'est vraiment quelque chose de très chouette et qu'on peut aussi continuer en troisième année. Et comme l'a dit Madame Grimbert, le fait d'aussi avoir un peu une réflexion autour de ce parcours, de pouvoir écrire et réfléchir, c'est aussi intéressant pour des gens qui voudraient déjà s'investir dans la fonction publique ou avoir déjà des idées un peu
de changement à l'échelle politique. Le parcours civique peut aider aussi pour ça. Voilà. J'étais en train d'essayer de remonter tout le chat, il y a plein de questions. Pour répondre à Christophe, non, le parcours civique ne remplace pas les journées pour l'armée. Votre journée d'appel, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Le parcours civique, c'est comme un cours à Sciences Po. Enfin, c'est un module de formation qui rapporte des crédits. On ne va pas rentrer du tout dans le détail de comment est validée une scolarité à Sciences Po, mais c'est un peu tout ce qui fait son charme, c'est-à-dire il repose normalement sur une volonté d'engagement et de bénévolat et d'investissement individuel des étudiants, et en même temps, c'est une obligation de scolarité, mais ça ne remplace pas dans votre journée d'appel. Et Yona, le grand écrit du bachelor, peut être rédigé en français ou en anglais, parce qu'il doit pouvoir être lu par n'importe qui à Sciences Po, dans les masters, notamment les masters de recherche ensuite. Amélie, on parlera des procédures d'admission tout à l'heure. Il y avait des petites questions sur les méthodes d'enseignement et l'évaluation à Sciences Po. Peut-être en un mot, vous avez vu, la formation est semestrialisée, comme dans l'enseignement supérieur de manière générale. Donc, on a 2 fois 12 semaines de cours dans l'année. Et les étudiants sont notés à la fois en contrôle continu, dans le cadre de leurs enseignements et de leurs séminaires, et pour les très grandes matières de tronc commun et les grandes matières structurantes des majeurs, il y a aussi des examens de fin de semestre. Et donc, la note pour chaque matière est composée soit intégralement du contrôle continu, c'est le cas en langue, dans les séminaires, dans les petits ateliers, soit pour 2/3 du contrôle continu et 1/3 l'examen pour les très grands cours de tronc commun. Et effectivement, il y avait une question sur est-ce qu'on a des TD à Sciences Po, donc ce qu'on appelle les travaux dirigés à la fac. Chez nous, on appelle ça des conférences de méthode. Et pour les grands cours, les grandes disciplines, notamment en première année, quand on a son grand cours d'histoire, son grand cours d'économie, son grand cours d'introduction à la sociologie, à chaque fois, chaque matière, elle fait l'objet chaque semaine de 2 heures, voire 3 heures de cours magistral en amphi, plus d'une conférence de méthode en tout petit groupe d'une 20aine d'étudiants, qui est toujours enseigné dans la même langue que le cours magistral, mais là où dans le cours magistral, on a les 160 étudiants tous ensemble, et c'est vraiment le lieu où l'enseignant délivre son enseignement. Les conférences de méthode à côté, qui est assurée par un autre prof, vient appliquer l'enseignement du cours magistral. Donc, on n'a pas réinventé l'eau tiède à Sciences Po, c'est les grandes méthodes traditionnelles du champ universitaire en France, notamment, d'avoir ces combinaisons dans les grandes disciplines de cours magistral en amphi, petites conférences de méthode en petits groupes, de travaux dirigés, accompagnés avec d'autres enseignants. Et puis autour de ça, toute une constellation de cours, de séminaires, d'options, d'ateliers méthodologiques, des cours de langue, des cours de sport, etc. Je me suis permis de me reconnecter là avec la vidéo pour dire déjà à l'ensemble des étudiants que normalement la vidéo est enregistrée, donc vous aurez évidemment accès à des réponses auxquelles vous n'avez pas pu avoir accès si vous vous êtes connecté en retard. Ça permettra du coup effectivement de pouvoir répondre à un certain nombre de questions sur la procédure Parcoursup qui est arrivée dans le chat, et puis tout ce qui concernera le double diplôme ainsi que le bicursus, et d'avoir évidemment des retours quant aux expériences propres à chacune des étudiantes ici présentes. Donc, je ne sais pas qui, Madame Grimbert, si vous voulez évidemment peut-être partir sur tout ce qui concerne, on va partir de façon assez précise, le double diplôme et peut-être le bicursus, et ensuite Parcoursup, s'il vous plaît. On va faire ça. Merci. Donc là, on voit, je n'arrive pas à passer les slides. Voilà. Donc, dans les particularités sur le campus de Nancy, on accueille 2 doubles diplômes internationaux. Un avec UCL à Londres en études européennes, et un avec la Freie Universität, et en particulier l'Otto Institut, qui est le département de sciences politiques, de Politikwissenschaft de la FU. Ces 2 doubles diplômes ont exactement la même structure. L'admission est très sélective, mais on y postule au moment où on se porte candidat à Sciences Po. Donc, pour les terminales, c'est cette année qu'on se porte candidat, si on est intéressé. Donc, pour la FU, c'est via Parcoursup, et pour UCL, c'est via UCAS, qui est le Parcoursup britannique, en fait.
Donc, une fois qu'on est admis, on passe 2 années sur le campus de Nancy à faire exactement les mêmes études et le même cursus que les autres étudiants, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de présenter depuis tout à l'heure. Et ensuite, au lieu de partir en 3e année à l'étranger, on part 2 années à l'AFU ou 2 années à UCL. Et au terme de ce cursus de 4 ans, on obtient simultanément le bachelor de Sciences Po et le bachelor en Politikwissenschaft de l'AFU ou le bachelor en études européennes de UCL. Donc, ça vient se substituer à la 3e année à l'étranger, mais c'est vraiment un bicursus double diplômant de 2 grandes institutions. La Freie Universität, c'est une des 2 grandes universités de Berlin. Elle est extrêmement réputée en sciences politiques. C'est une de ce qu'on appelle les Exzellenzuniversitäten en Allemagne. Et son département de sciences politiques est un des meilleurs, peut-être avec l'université de Munich. Et là, le contenu de ce programme-là, c'est vraiment cette maquette, ce projet pédagogique pluridisciplinaire à Sciences Po, et avec une grande vie associative, le parcours civique, une manière très aussi dynamique de travailler en cours avec des travaux de groupe, des exposés, voilà, cette méthodologie-là à Sciences Po. Et 2 années à l'AFU, on va vraiment se spécialiser en sciences politiques, au singulier du terme, en philosophie politique, en relations internationales, et où on va affiner cette approche disciplinaire-là avec aussi des méthodes plus scientifiques au sens recherche du terme. Et notamment le dernier semestre est libre de cours et il est consacré à la rédaction d'une Bachelorarbeit, donc un mini-mémoire de recherche sur un thème choisi par l'étudiant. Donc il y a une dimension plus recherche à la FU et plus disciplinaire, plus approfondie en sciences politiques, après 2 années très généralistes à Sciences Po, dans les sciences sociales. Peut-être on a 2 étudiantes qui sont là, mais qui sont des étudiantes de première année du double diplôme. Peut-être qu'une des 2 peut nous dire pourquoi elle avait postulé. Oui, alors je peux vous parler donc que de la procédure d'admission, puisque les années à Berlin n'arrivent qu'en 3e et 4e année. Alors la procédure d'admission, donc pour le double diplôme, personnellement, je n'en avais pas entendu parler avant d'aller voir sur le site. Donc encore une fois, comme l'a dit Madame Grimbert, allez sur le site, allez bien lire. Il y a aussi le site de l'Otto Institut pour savoir exactement comme pour celui de Sciences Po, les cours qui seront dispensés là-bas et peut-être vous renseigner et voir ce qui peut vous intéresser sur ce double cursus. Personnellement, j'ai choisi pour la dimension franco-allemande. Et là, voilà, vous allez passer donc 2 ans à Sciences Po à Nancy, puis 2 ans à Berlin. Vous savez que vous passerez 2 ans à Berlin. Vous allez avoir donc, encore une fois, comme cela vient d'être dit, 2 approches académiques, plutôt donc le côté pluridisciplinaire, et ensuite plus axé sur la recherche par rapport aux sciences politiques. Et peut-être pour anticiper quelques questions, c'est un vœu à part entière sur Parcoursup, donc ça, vous verrez plus tard, mais ça n'a aucune influence sur vos vœux dans le cursus général de Sciences Po. Donc, vous pouvez vraiment demander les 2 et c'est ce que j'ai fait. C'est également ce qu'ont fait Nicole et Aurélia. Vous pouvez complètement demander les 2 et ça n'a également aucune influence sur les masters. Après, peut-être pour anticiper des questions, vous pouvez faire les masters de Sciences Po Paris au même titre que les étudiants qui sont en cursus général les 3 premières années. Voilà. En ce qui concerne les 2 autres bicursus disciplinaires qu'on a avec l'Université de Lorraine à Nancy, donc on a là, pour le coup, c'est non sélectif, c'est-à-dire une fois que vous êtes admis à Sciences Po et que vous arrivez en première année à Nancy, vous pouvez aussi en parallèle intégrer la faculté de droit pour faire un bicursus, donc Sciences Po et une licence de droit, première année de droit, 2e année, 3e année, ou alors sur le même modèle, un bicursus avec la faculté d'économie. Et là, en revanche, ce n'est pas dans Parcoursup, ce n'est pas dans le dossier d'admission, vous postulez très normalement, on va en parler, à Sciences Po pour le campus de Nancy, et une fois que vous êtes étudiant chez nous, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez choisir de vous y inscrire ou pas, au début de la première année. Qui est-ce qui a un double cursus en droit déjà? Je sais plus toutes, mais Aurélia, hein, c'est vous? Oui, Ouais. c'est ça. Donc le double cursus en droit, c'est aussi un grand avantage donc, de Nancy. C'est le seul campus où ce bicursus est proposé, ainsi que pour l'économie. C'est pareil, c'est seulement à Nancy et pas dans les autres campus délocalisés. Donc c'est un grand avantage de pouvoir à la fois étudier les matières pluridisciplinaires de Sciences Po, mais aussi d'approfondir le droit. Donc on a la chance
de découvrir, par exemple, au premier semestre, 3 matières, l'introduction au droit, le droit civil et le droit constitutionnel, qui peut ressembler à un des cours qu'on a à Sciences Po en institution politique. Et on a aussi un TD en introduction au droit au premier semestre. Et comme l'a dit Madame Grimbert tout à l'heure, c'est non sélectif. Une fois que vous êtes admis à Nancy, vous pouvez tout simplement rejoindre ce cursus. Il suffit d'être inscrit à l'Université de Lorraine. Et c'est certes une charge de travail supplémentaire de suivre donc, ces 2 cursus, d'aller aux cours à la fois à la fac et à Sciences Po, et de travailler pour ces cours-là. Mais c'est vraiment un élargissement très, très important et très intéressant. Donc, le droit m'a vraiment passionnée en tout cas à ce semestre-là. Et pour ceux, par exemple, qui hésitent entre la faculté, la spécialisation en droit, ou alors un point de vue plus général comme c'est proposé à Sciences Po, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et enrichissant de garder les 2 aspects et de s'ouvrir dès la première année au monde juridique et de voir aussi les 2 formes d'apprentissage, que ce soit à Sciences Po ou à la fac, car c'est 2 matières, 2 formes d'apprentissage totalement différentes et d'avoir les deux points de comparaison possibles. Donc c'est vraiment une belle formation, exigeante, mais vraiment passionnante et qui dure 3 ans. C'est-à-dire que vous avez pendant les 2 ans à Nancy la licence et pendant la 3e année aussi, donc qui s'est fait à distance, mais c'est totalement faisable. Et donc après, vous êtes titulaire une fois validé d'une licence en droit et de Sciences Po à la fois, ou alors en économie aussi. Je me permets là d'intervenir puisqu'il conviendrait qu'on fasse un point sur la procédure de candidature. Donc, Madame Grimbert, et puis ensuite, on laissera la parole aux étudiantes, qu'elles puissent s'exprimer aussi sur leur vécu, leur expérience, que ça soit à leur rentrée à Sciences Po ou également à travers Iris et Amalthée en 2e et en 3e année. Oui, alors de toute façon, on vous enverra tous les liens, mais le but, c'est que vous, sur les questions très techniques, ça se ferme, voilà. Je vous renvoie au site de Sciences Po, mais je peux le commenter quand vous êtes sur le site de Sciences Po, sur la page d'accueil des admissions. Si vous êtes en train de passer un ABIBAC en France, si vous êtes scolarisé en France, de toute façon, vous allez regarder les procédures d'admission bachelor, bachelier des lycées français. Et donc vous, pour tous les bacheliers en France, y compris ABIBAC, votre voie d'admission, c'est la voie d'admission commune Parcoursup dans laquelle vous allez de toute façon déposer vos dossiers de candidature pour tout le post-bac. Ces dossiers ils vont ouvrir, je crois, en janvier et se fermer fin mars. Et ils consistent, donc dans Parcoursup, vous allez faire le choix de Sciences Po. Et dans ce dossier-là, il y aura un certain nombre d'éléments qui seront à valoriser, notamment votre dossier avec la fiche à venir, tout ce qui va être complété par vos établissements d'enseignement secondaire, mais aussi un certain nombre de rubriques qui sont propres à votre candidature pour Sciences Po, des essais de motivation, un essai de réflexion sur une question au choix, un thème que vous allez choisir de traiter vous-même. Et ensuite, ces dossiers vont être instruits. On ne regarde pas uniquement les notes, on regarde vraiment l'ensemble de votre dossier de candidature et également tout ce que vous avez pu faire dans votre vie extrascolaire, des engagements associatifs, un engagement de délégué dans votre établissement, des pratiques musicales ou sportives, vraiment tout votre parcours au-delà de votre trajectoire de lycéen et de vos qualités scolaires. Et puis évidemment aussi votre projet de formation et l'essai que vous allez rédiger. Donc c'est tout ce dossier-là qui fait l'objet d'une attention très particulière. Et une fois que tous ces dossiers sont instruits, une partie des candidats est invitée à un entretien qui se fait par Zoom et qui aura lieu au mois de mai. Voilà, un entretien d'une demi-heure et qui se fonde sur un commentaire d'image. En même temps que je vous parle, j'essaie de rester concentrée, mais je navigue aussi dans le site des admissions. Tout est très, très clairement précisé, explicité. Il y a des conseils pour rédiger sa lettre de motivation et les essais qu'il y a à rédiger dans le cadre de la candidature sur Parcoursup, le projet de motivation, votre essai, donc il y a 5 questions au choix,
qui sont sur le site, que vous pouvez déjà commencer à travailler dès maintenant, même si le dossier Parcoursup n'est pas encore en ligne, avec des consignes précises et des conseils de rédaction, et des conseils aussi sur la manière dont vous pouvez valoriser vos activités, vos centres d'intérêt. Donc, toute cette procédure d'admission, elle est très transparente et très précisément explicitée sur le site de Sciences Po. Toutes les informations sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à regarder déjà dès maintenant si vous êtes en terminale et à vous préparer en attendant que Parcoursup ouvre sa plateforme. Il y avait des éléments, pardon, Madame Grimbert, justement, la dernière question qui a été posée, c'est est-ce que les dossiers scolaires sont systématiquement instruits après Parcoursup? Donc, j'entends étudier, effectivement, une fois que les remontées de notes ont été faites par Parcoursup, c'est-à-dire les écrits dont vous venez de parler. Alors, votre candidature dans Parcoursup, elle s'arrête au moment où vous soumettez votre dossier fin mars. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne comprends pas très, très bien la question, mais en tout cas, on ne tient pas compte du 3e trimestre et on ne tient pas compte des résultats du bac, si c'est la question. Je pense que c'était en lien avec peut-être l'analyse des écrits. Moi, je le comprends comme ça. Les écrits de motivation et les essais? Qu'il y a les notes d'un côté et que par ailleurs, il y a les écrits, évidemment, qui sont pris en considération dans l'évaluation de la candidature. À mon avis, c'est une question dans cet ordre-là. L'évaluation de la candidature, elle est complète. C'est-à-dire une candidature, ce n'est pas juste les notes. Il y a le volet des résultats académiques et de la trajectoire scolaire de l'élève. Ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie qui est l'évaluation de ces essais de motivation et de l'essai de réflexion dont je viens de vous présenter les 5 thèmes. Enfin, je viens de vous les montrer rapidement. Et il y a une troisième partie qui est votre candidature, votre engagement, vos activités, vos centres d'intérêt. C'est tout ça qui est systématiquement instruit, oui. Voilà, du coup, d'où une question qui émerge sur l'importance du filtre Parcoursup. Je ne sais pas si on peut caractériser ça de la sorte. C'est un des éléments de l'évaluation des candidatures, mais c'est loin d'être le seul, sachant que le 4e volet de la candidature, c'est quand même l'entretien pour les candidats qui y sont invités. Et donc, la trajectoire académique de l'élève, c'est un élément de l'évaluation, mais ce n'est absolument pas le seul élément. Et il peut être contrebalancé dans les deux sens, d'ailleurs, par les autres parties du dossier. Un élève qui a d'exceptionnels résultats, mais qui fait un dossier de piètre qualité, où on n'a pas de projet particulièrement développé pour Sciences Po, des essais qui sont à rédiger de manière soignée ou réussie, ces autres éléments-là vont atténuer la qualité purement scolaire de la candidature. Et à l'inverse, une candidature de bonne qualité, mais sans avoir 19 de moyenne générale partout, va être enrichie et très valorisée par des essais de grande qualité, voilà, tous les autres éléments du dossier. Très bien, merci. En tous les cas, ça ça mérite d'être la puissance. Je peux juste vous dire que chaque dossier est évalué par 2 évaluateurs à l'aveugle, que pour en avoir fait beaucoup des dossiers l'année dernière, on y passe quasiment 1 heure pour chaque candidat. Donc, c'est un travail qui est fait avec énormément de soin et d'engagement, ce travail d'évaluation-là. Mais on reçoit vraiment des candidatures d'un très bon niveau général. Mais les élèves des filières à BIBAC sont parmi les candidats d'un très bon niveau général, et vos filières bilingues, biculturelles, bidiplômantes sont valorisées dans la manière dont on évalue les dossiers en général. Très bien. Il y a encore des questions sur tout ce qui concerne la candidature. Je pense qu'à ce moment-là, ça sera intéressant de voir toutes les informations qui sont présentées sur le site. Je pense qu'il nous reste assez peu de temps, 6 minutes. Ça serait très bien qu'on puisse évidemment donner pleinement la parole désormais aux étudiantes, qu'elles puissent nous dire tout ce qu'elles retirent de ce parcours à Sciences Po Nancy, leur expérience, leur vécu. Ce serait vraiment, je pense, une façon tout à fait profitable pour que les lycéens sachent ce qui peut les attendre dès l'année prochaine. Donc, je ne sais pas qui souhaite commencer, entre Nicole, Talia, Aurélia, puis ensuite évidemment Iris et Amalthée, ou alors on inverse l'ordre, peut-être en commençant par la 3e année. Amalthée, peut-être que ça permet d'avoir un bilan un peu plus général. Oui, je peux commencer, oui. Parfait. Donc, j'ai surtout un recul sur ces 2 premières années, qui sont 2 années qui sont plutôt en crescendo et assez différentes, je trouve. La première année, elle permet vraiment
d'avoir des bases assez théoriques, assez solides, d'avoir un niveau plutôt de travail assez soutenu aussi. La deuxième année l'est aussi, mais elle permet d'avoir plus de liberté. On a beaucoup plus d'exposés, beaucoup plus de choix aussi dans les travaux qu'on peut produire en deuxième année. Donc c'est assez différent, mais elles sont très complémentaires et elles permettent toutes les deux d'avoir un peu une appréhension différente des cours. On a accès à des cours et des professeurs de très bonne qualité, des cours aussi très originaux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et si vous aimez donc un peu ce côté pluridisciplinaire, comme Madame Grimbert a bien présenté le cursus, Sciences Po, c'est vraiment fait pour ça, fait pour vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Peut-être à côté de l'aspect très scolaire, Sciences Po, c'est aussi la chance d'avoir un engagement associatif, un engagement sportif qui est assez impressionnant. On a la chance d'avoir des associations très diverses de littérature, on a des associations d'œnologie, on a des associations pour tous les goûts et toutes les couleurs, ça c'est très chouette. En termes de sport aussi, le campus de Nancy, si je peux émettre ce petit détail, est un campus très très actif en termes de sport et d'association. Donc si vous aimez le sport, si vous aimez l'engagement associatif, c'est aussi une très belle opportunité. Voilà, Sciences Po, c'est très épanouissant en termes personnels et en termes scolaires, si je devais le résumer. Et voilà. Merci Amalthée pour ces éléments. On passe à Iris. Oui, je pense qu'Amalthée a déjà dit beaucoup de choses. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a déjà expliqué. L'aspect très multidisciplinaire est très intéressant en première année, mais c'est vrai qu'en deuxième année, je pense que ça peut faire du bien aussi de se spécialiser dans une majeure qui nous correspond. Personnellement, en première année, enfin, je savais à la fin de la première année que je voulais plus faire d'économie. J'ai pu arrêter l'économie, du coup, en intégrant la majeure politique et gouvernement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'épanouir dans ce qu'on veut faire. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec l'aspect épanouissant. La vie associative est vraiment florissante, si je puis dire. Et ce qui est aussi très agréable avec Sciences Po, c'est qu'on a l'avantage d'être sur des relativement petits campus. Donc on a vraiment un suivi de l'administration. Je veux dire, on n'est pas un élève parmi tant d'autres. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Et on connaît à peu près aussi tous les élèves. Donc il y a vraiment une très bonne ambiance. Voilà, c'est ce que je peux dire de mon côté. Merci Iris. Alors après, entre Nicole, Talia et Aurélia, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier pour parler de ses premiers mois à Nancy. Je peux commencer. Vas-y. Donc là, pour l'instant, j'ai fait qu'un semestre encore, donc mon point de vue est moins complet, mais j'ai hâte de découvrir la suite. En tout cas, le premier semestre est vraiment très riche et très, très intéressant en termes de rencontres. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc c'est très intéressant d'avoir différents points de vue, de faire de nouvelles rencontres qui changent aussi. En termes de cours, donc il y a beaucoup de matières qu'on découvre, un nouveau mode de fonctionnement donc, qui est totalement différent de celui du lycée, avec moins d'heures de cours dans la semaine, plus de temps pour s'organiser, pour le travail personnel, différentes méthodes. Et c'est comme l'ont dit Amalthée et Iris, un campus très agréable à vivre. Donc plus petit, plus restreint que le lycée. L'ambiance est très agréable, le suivi aussi. Et c'est un vrai atout aussi d'avoir ce suivi dans le supérieur qu'on ne retrouve pas à la fac ou dans d'autres écoles, par exemple. Et donc, voilà, c'est un ressenti très positif, en tout cas, pour ce premier semestre. Merci Aurélia. Talia ou Nicole? Pour rebondir sur ce que disaient les filles déjà précédemment, l'ambiance sur le campus est vraiment très agréable. C'est-à-dire que dès le premier semestre, on a une difficulté de connexion avec Talia. Peut-être que Nicole peut prendre le relais si ça fonctionne. Oui, moi Talia, je l'entendais, mais alors je pense d'abord que vous avez presque tout dit. Que dire de ces premiers semestres, de cette première année. Tout d'abord, je sais pourquoi j'y suis, c'est sûr, et je sais que cela me correspond. En quelques mots, je dirais excitation, puis adaptation, avec ce rythme qu'on a et qu'on suit. Qu'on suit. Oui, je dirais vraiment épanouissement pour vous rejoindre. Donc, je ne sais pas si...
Il y a eu un moment Vous de, m'entendez? oui, de déconnexion. Talia, on ne t'a pas entendu. Merci Nicole qui avait pris le relais. Moi, je vais juste confirmer ce qu'on dit, ce qu'a dit Nicole et ce qu'ont dit les filles précédemment. L'ambiance dès le début de l'année sur le campus, ça nous permet vraiment de s'adapter assez facilement, alors que pour la plupart, on est loin de chez nous. Et on peut s'adapter facilement aux cours. Et également, j'aimerais rappeler qu'entre les premières années et deuxième année, il y a beaucoup d'entraide. Donc pour ceux, peut-être ça peut inquiéter d'être loin ou de l'entrée dans le supérieur peut inquiéter, puisque c'est effectivement pas les mêmes méthodes qu'au lycée, même s'il y a beaucoup de suivi. Voilà, il y a vraiment une entraide et l'ambiance générale du campus est particulièrement agréable. Donc voilà. C'est parfait. Il est 20h. On va évidemment vous quitter. On remercie tous les lycéens, lycéennes qui étaient présents à cette visioconférence en espérant qu'on a apporté des réponses à vos questions, en essayant d'être le plus exhaustif possible. En 1 heure de temps, vous avez été nombreuses évidemment à poser ces questions-ci. Donc, n'hésitez pas évidemment via les adresses mail qui vous sont communiquées à avoir des renseignements un petit peu plus précis si besoin est. À toutes et tous, une excellente soirée. Au revoir.